Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Et j'accueille Arthur Millerand, associé du cabinet Parel Avocat. Arthur, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Ravi de vous retrouver. Meilleurs vœux. Merci. Vous aussi, toute l'équipe. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la tech en 2020, là, notamment les objets connectés, d'être toujours au top et puis quand même dans le respect évidemment de nos données, de la vie privée, etc. On va sûrement beaucoup en parler encore la semaine prochaine au CES de Las Vegas, où Tech Co sera en grande partie réalisé. Quand on parle d'objets connectés, c'est vrai que nous, à commencer dans Tech Co, on parle quand même des usages, du device en lui-même, ce que ça apporte. Voilà. Il y a quand même d'autres aspects. Oui, bien sûr. Les objets connectés peuplent à la fois la littérature puis l'imaginaire de la révolution numérique. On pense à la fois aux gadgets, à la montre connectée, jusqu'aux robots le plus sophistiqués. Et c'est vrai que quand on en parle souvent sous l'angle de l'usage parce que c'est ce qui intéresse le plus et ce qui est le plus facile de comprendre. Nous, on cherche à s'intéresser aussi à ce que c'est. C'est un aspect fondamental. On se demande rarement ce qu'il y a dans un objet connecté. Et donc, si on faisait une radiographie rapide, il y a d'abord un objet. Donc, c'est du matériel, du hardware. Ensuite, il y a de la connexion, des modes de connectivité, du réseau. La troisième chose qu'il y a, c'est de l'intelligence, du software, avec le stade ultime qui est l'intelligence artificielle. Et la dernière chose qu'il y a, c'est des données, c'est les informations qui transitent dans ces objets. Et chaque élément est porteur à la fois d'enjeux business et juridiques, et c'est intéressant de les décortiquer. Pour prendre un cas particulier, qui est les données, en fait, c'est la seule différence entre un objet inerte et un objet intelligent. Et c'est une valeur importante pour les entreprises. C'est l'intérêt même de ces objets. Et dernière chose, c'est les responsabilités qui vont avec les risques liés de traiter ces éléments-là. Bon, évidemment, ces données, les données récoltées ou fournies parfois par ces objets, on a l'impression que c'est devenu aujourd'hui hyper important. Mais malgré tout, qu'on est quand même qu'au début de l'aventure, parce qu'on les emploie mal, parce que parfois c'est pas forcément encore très au point. Certains quand même commencent à gagner franchement de l'argent avec ça. Qu'est-ce que ça change là pour vous, le juriste? Comment vous appréhendez ce nouveau gisement de croissance? Les objets sans données, encore une fois, ne sont pas connectés et n'existent pas. Donc si on ne traite pas, si on ne collecte pas, si on n'analyse pas massivement des données, en fait l'objet, il est soit c'est un gadget très peu développé, soit il n'est pas du tout utile. Et la chose qu'on a tendance à oublier, de la même manière qu'on a tendance à se focaliser sur les usages, ce qu'on oublie, c'est qu'il n'y a pas que des données personnelles. Il y a aussi beaucoup de données non personnelles qui, en fait, données, c'est juste un mot moderne pour dire information. Et c'est des choses qui sont sous-exploitées, mal exploitées aujourd'hui, parce qu'en fait, la plupart des applications sont dans le B2B, sont dans l'industrie. C'est est-ce que j'ai un tuyau encombré? Est-ce que ça, en fait, je dois le constater physiquement ou est-ce qu'en fait, une machine peut me le dire? Et ensuite, il y a de la communication machine to machine qui va en fait fonctionner uniquement parce qu'il y a des données. Donc tout ça, c'est la mise en réseau de la prédiction, on va dire, sur des pannes d'ascenseurs avec Voilà, exactement. Donc ça va de ça à des applications très complexes où en fait les machines parlent entre elles et l'humain est là pour contrôler ou apprécier le résultat. Et ça, juridiquement, comment est-ce qu'on l'apprécie? On l'apprécie pour ce qui est des données non personnelles et des données personnelles avec des prismes différents, parce qu'il y a des corpus différents qui s'appliquent. Pour les données non personnelles, la vraie question, c'est la sécurité des systèmes d'information. Comment est-ce que je m'assure que ma valeur commerciale et économique, qui est en fait l'information sur mon business, qui ne va pas aller chez le concurrent. Et là, c'est hyper important, parce que souvent, parce que les grosses boîtes sont bien armées, mais dès qu'elles peuvent faire rentrer un sous-traitant, etc., c'est là où le bas blesse et qu'il peut y avoir des portes dérobées là, pour d'éventuelles attaques ou autre. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut faire très attention. C'est que plus il y a d'objets, plus il y a de connexions. Plus il y a de connexions, plus il y a de chances d'avoir des vulnérabilités. Donc, en fait, il faut vraiment se poser la question de l'architecture de la sécurité informatique, ensuite de la nécessité de connecter, et ensuite de l'intégrité de ces réseaux. Et donc, on choisit évidemment des partenaires qui ont des gages de sérieux. Pour ce qui est des données personnelles, c'est le RGPD, c'est la loi informatique et liberté, la Charte des droits fondamentaux de l'Union. C'est un socle très solide, très robuste. Et deux choses très importantes pour ce qui est des objets connectés, c'est la première chose, c'est privacy by design, qui est un des principes fondateurs. Donc on doit, quand on est responsable de traitement, prendre en compte la considération de la protection des données personnelles dans la conception du bien ou du service. Ce qui veut dire que quand on construit un objet connecté, la principale considération, c'est comment est-ce que je le construis, comment est-ce qu'il va fonctionner. Et le deuxième grand principe du droit des données personnelles, c'est l'accountability, pouvoir rendre compte de sa conformité. Et quand on couple les deux, en fait, on se rend compte que
on va rapidement vous demander est-ce que vous auriez pu faire autrement? Est-ce que vraiment la conception de l'objet était bien faite, était bien celle-là pour protéger? Donc est-ce que c'était suffisamment protecteur? On aurait pu faire autrement. L'exemple typique, c'est est-ce qu'on stocke en local ou est-ce qu'on stocke dans un serveur? Si ce n'est pas nécessaire de stocker dans le serveur, stocker en local, c'est beaucoup plus sécurisant pour les données. Donc ça, c'est des grilles de lecture intéressantes. Justement, est-ce qu'il faut craindre là aujourd'hui pour ces données privées parce qu'on sait que les objets vont se multiplier avec l'avènement des mondes connectés, etc. Aujourd'hui, c'est essentiellement comme le smartphone qui est connecté au sens usage du particulier, mais demain il y en aura beaucoup plus. Peut-être pas autant que les experts nous le disent, parce que généralement ils se plantent et puis ils ont aussi du papier à vendre, donc, et des études, voilà, on fait un peu gonfler les chiffres, mais quoi qu'il en soit, on sait qu'au moins B2B et derrière B2C, ça va exploser, quoi. Ça, je pense qu'on peut tous être convaincus de ça. La question, c'est comment est-ce que le numérique, comment est-ce que la technologie va être intégrée dans nos vies? Le numérique, c'est formidable parce que c'est à la fois porteur des plus grands espoirs, pour prendre ce dont vous parlez, donc les libertés fondamentales, c'est à la fois ce qui nous permet de nous exprimer, de nous informer le mieux, mais c'est aussi la plus grande des menaces pour nos sociétés modernes. C'est ce qui permettra peut-être ou pourrait permettre la surveillance de masse et donc en fait d'annihiler le principe de vie privée, par exemple. Et donc ces objets connectés sont un symbole déterminant de cette révolution numérique, puisque ils sont avec vous tout le temps et ils ont accès souvent à de l'information très sensible et très intime, qui d'ailleurs est celle qui a sans doute le plus de valeur quand on parle de données personnelles. Et donc cette tension, il faut savoir la gérer et il faut savoir l'articuler. Un exemple récent, en 2017, fin 2017, la CNIL a mis en demeure des fabricants de poupées connectées. Donc pour enfants, parce que ils étaient au contact d'enfants, ils enregistraient, on pouvait échanger avec eux. Simplement, c'était pas suffisamment intègre et robuste d'un point de vue de sécurité et du fonctionnement. Et en fait, des gens qui avaient des connaissances d'informatique assez rudimentaires pouvaient se connecter via Bluetooth à la poupée, et donc soit écouter la conversation, soit être beaucoup plus en prise avec d'autres choses reliées à la poupée, donc en l'occurrence le réseau Wi-Fi. Donc ça, c'est vraiment des choses très intéressantes et très importantes, et il faut arriver à intégrer une dimension d'hygiène. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on s'est mis à se laver les mains, et en fait, à partir d'un certain moment, on va se mettre à lire les politiques de confidentialité, et donc pour les particuliers, c'est prendre en compte cette dimension-là dans les choix de consommation qu'on fait. Et quand on est un acteur qui traite des données, c'est comment est-ce qu'on met le juridique et ces éléments-là comme un plus, comme un atout commercial qui va peut-être vous permettre de vous différencier avec un concurrent. Donc ça, c'est vraiment des considérations très actuelles et on les explore d'ailleurs dans une revue qu'on édite qui s'appelle Third. On a consacré un numéro à vivre avec les objets connectés où on explore toutes ces possibilités sous différents angles. On n'a pas prévu d'en parler, mais quand vous voyez les Américains ou plutôt les Californiens qui s'inspirent du RGPD européen, est-ce que vous avez pu étudier le texte? Est-ce que vous y voyez vraiment une sorte d'inspiration claire ou c'est quand même bien américain et en fait la comparaison s'arrête là, quoi? Il y a deux choses à dire. La première, c'est moi, je n'ai pas lu le texte en détail et je ne suis pas un avocat de droit californien en l'occurrence, parce que une des grandes spécificités, c'est que c'est une règle californienne. Il se trouve que la Californie est le 6e État mondial ou à peu près, si on devait le sortir de l'UE. Ce serait plus gros que la France, effectivement. Donc c'est vraiment une zone économique importante. C'est une règle très importante, notamment parce qu'il y a énormément de boîtes tech là-bas et qui traitent donc en fait massivement des données. Et je pense que ça, c'est un élément intéressant de réponse à l'Union européenne. L'Union voulait prendre des règles très exigeantes pour fixer un standard. Je pense que le fait qu'il y ait d'autres réglementations exigeantes qui naissent ailleurs, en particulier aux États-Unis, sont un signal de standardisation des pratiques de marché. Pour le détail, j'en ai aucune idée. J'imagine que ça fonctionne à peu près pareil. Il doit y avoir quelques spécificités qui tiennent notamment à des biais culturels. On en parle quand vous voulez. Merci beaucoup Arthur Millerand, donc les avocats de Parallèle Avocat ce soir sur BFM Business. On est là tous les soirs. 22h, n'oubliez pas, After Business sur BFM Business.